Le rugby évolue très vite pour être de plus en plus spectaculaire. C'est une attraction, un colisée avec des gladiateurs sur le terrain. Non, je rigole pas, hein. Si tu es déjà allé voir un match de rugby récemment, entre la vitesse des joueurs, leur poids, la foule qui hurle sur chaque impact, les collisions de plus en plus violentes, on assiste tout simplement à un show. Il te suffit simplement d'écouter le bruit des claquements sur les contacts pour comprendre. Ça fait des bruits tellement impressionnants que tu les entends même parfois quand tu es assis sur ton canapé. Rien de surprenant d'un côté, le rugby s'est professionnalisé et le jeu et les comportements se modifient. Tout évolue. Et c'est justement de ça qu'on va parler. À quoi doit-on s'attendre dans le jeu pour la Coupe du Monde? Et c'est une très bonne question. Normal, c'est moi qui me la pose. Depuis sa création, chaque Coupe du Monde, elle a eu des enjeux spécifiques. En 1987, les équipes, elles ont dû s'adapter aux règles et notamment à l'introduction du carton rouge. Et oui, monsieur et madame, avant, c'était une boucherie, les matchs de rugby, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de carton rouge. Tu sanctionnais pas les mauvais gestes. En 1991, on a commencé à voir l'apparition de combinaisons, des lancements de jeu, quoi. En 95, les équipes, elles ont commencé à s'adapter aux conditions météorologiques un petit peu plus et surtout, elles ont dû s'adapter à la pression puisqu'il y avait de plus en plus de médiatisation sur le rugby. En 99, le physique des joueurs, il a commencé à prendre de l'importance, notamment quand tu vois les ailiers comme John Alomou qui ont débarqué sur le circuit international, Mamaï. En 2003, on a commencé à comprendre l'extrême importance de la conquête pour pouvoir être performant. Et surtout du jeu au pied avec Wilkinson. Quand l'Angleterre est championne du monde, on a Wilkinson, c'est un mec qui tartille aux quatre coins du terrain. En 2007, c'est une époque qui est loin, mais qui me paraît pas si loin quand j'y repense. La défense, elle avait pris le pas sur l'attaque, c'est-à-dire que les défenses étaient plus performantes que les attaques. Et donc contourner les défenses était commencé à devenir vraiment extrêmement complexe. En 2011, il a fallu s'adapter à la vitesse et l'intensité du jeu et notamment maximiser la pression et l'efficacité de tes jeux au pied. En 2015, l'Australie et la Nouvelle-Zélande nous ont montré que au-delà des joueurs, tu commençais à avoir des systèmes de jeu qui étaient beaucoup plus clarifiés avec des options différentes à chaque fois pour les joueurs. Tout va extrêmement vite et donc ton système de jeu te permet en attaque d'avoir un temps par rapport à la défense. En 2019, Rassi Erasmus nous a montré qu'il fallait avoir deux équipes compétitives si tu voulais pouvoir aller au bout dans une compétition. Chaque Coupe du Monde est un bon moyen de regarder où en est le rugby mondial. Alors ce que je vais vous donner comme avis, c'est purement subjectif. Que tu sois néophyte dans la discipline, passionné ou entraîneur ou un petit peu plus confirmé, je vais essayer de vulgariser et de rendre intelligible ce qui me semble être les enjeux pour cette Coupe du Monde en 2023 en France. Et bien sûr, avant de commencer, je t'invite à mettre un petit pouce bleu. Et ouais, on met toujours le petit pouce bleu avant de regarder la vidéo, à t'abonner, mettre la petite cloche et allez hop, c'est parti. La verticalité et l'horizontalité. La verticalité et l'horizontalité, c'est un concept qui nous a été ramené directement par Fabien Galtier. Pour faire simple, depuis quelques temps, dans les systèmes de jeu, tout le monde attaquait en occupant les espaces sur la largeur. Effectivement, menacer tout l'espace sur la largeur du terrain est indispensable. En revanche, quand tu attaques, tu as 3 ou 4 joueurs dans chaque ruck, ton relayeur, pour un défenseur au sol, voire 0 s'il a eu le temps de se relever. Donc, il arrive souvent à l'attaque d'être en égalité numérique, voire en sous-nombre. Tu auras beau essayer de déplacer le ballon, tu fais des passes en arrière, la défense gagne du terrain. Évidemment, tu cherches à compliquer la tâche à l'attaque, alors tu vas t'amuser à couper les extérieurs. Si tu coupes les extérieurs, le porteur de balle ne peut pas faire de passe et donc il perd du terrain. Bon, eh bien Fabien Galtier, il a remis au goût du jour ce fait d'avoir des joueurs axiaux dans l'axe du ruck ou plusieurs joueurs dans l'axe les uns des autres. L'objectif, c'est qu'ils puissent venir se projeter très rapidement dans les intervalles. Alors oui, je sais ce que tu vas me dire. Depuis la nuit des temps dans le rugby, on a des joueurs axiaux. Oui, évidemment. Oui, mais maintenant c'est différent. Tu vas avoir ces joueurs qui basculent très rapidement pour amener un surnom momentané et tu vas avoir ces joueurs qui restent axe du 10 pour pouvoir se projeter successivement. Très compliqué à défendre. Si les joueurs sortent de la ligne, ils créent des trous et s'ils restent dans la ligne, il y a des espaces sur les extérieurs. Galtier il nous expliquait qu'il n'avait pas encore trouvé d'équipe qui arrivait à défendre sur ce système. Et ce qui est assez paradoxal, c'est qu'on l'a beaucoup utilisé ça en 2022 et depuis 2022, on l'a beaucoup moins utilisé. Alors est-ce que c'est pas pour le remettre au goût du jour pour la Coupe du Monde? Peut-être. Force est de constater que ce concept, il a été repris par beaucoup d'équipes. On a Kieran Crowley, le sélectionneur italien, le technicien néo-zélandais qui se l'est approprié pour lui, pour son équipe d'Italie. Et aujourd'hui, l'équipe d'Italie, elle a des joueurs axiaux qui se proposent sur des attaques éclairs très rapidement. En réalité, c'est un petit peu plus complexe que ces 30 secondes d'explication, mais je pense que pour avoir la notion, tu as des joueurs dans l'horizontalité du terrain et d'autres dans la verticalité, ce qui te permet de menacer à la fois les extérieurs et à la fois sur du jeu pénétrant. Eh bien, un des points clés pour moi sur cette Coupe du Monde sera la capacité des équipes et notamment des défenses à s'adapter à ces attaques éclairs avec ces joueurs qui viennent
viennent se projeter très rapidement et qui t'empêchent de couper les extérieurs. D'ailleurs, dis-le moi dans les commentaires si ça t'intéresse, je peux peut-être essayer de faire une vidéo sur le sujet. Les leaders défensifs. Il est de notoriété publique que les leaders défensifs, ils méritent d'attaquer régulièrement et le plus souvent possible. Les leaders défensifs, pour faire simple, c'est les 2 premiers joueurs de chaque côté du ruck et on peut même rajouter les 2 deuxièmes de chaque côté et les 2 troisièmes de chaque côté. Mais là, je parle vraiment du premier joueur qui défend de chaque côté du ruck. Il y a pour moi 2 façons de les attaquer. La première, ça va être sur des micro-attaques, donc des attaques très ciblées à travers ton système de jeu et le déplacement de tes joueurs. Tu pousses l'adversaire à la faute pour le sanctionner dans cette zone. Ce sont des déplacements qui sont inhérents à chaque équipe et qui comprennent très peu de nouveautés. Sur le circuit international, évidemment, tu sors une micro-attaque, tout le monde l'a grillé en un match. Là-dessus, tout le monde le fait et donc tu pousses la chose plus ou moins loin en fonction des lancements de jeu, de ton système de jeu pour pouvoir ralentir et surtout essayer de consommer ses leaders. Sur chaque match, tu fais des paris sur les micro-attaques que tu vas utiliser, tu les pioches dans ton cahier de jeu et tu dis ok celle-là, et tu te dis ils défendent comme ceci ou ils circulent comme ça dans telle zone, donc moi je vais utiliser ça. Donc c'est des paris que tu fais à chaque fois. Et la seconde chose pour attaquer ces leaders de jeu, ça va être la capacité des équipes à passer de ce jeu structuré, de ton système de jeu, à du jeu déstructuré. Puisque quand tu vas être dans du jeu déstructuré, il va y avoir beaucoup de pick and go, de passe au contact. Bon alors j'ai cramé quelques trucs sur la France, la manière dont ils jouent sur le fameux jeu en pick and go, etc. sur ce jeu pénétrant, mais j'en parlerai pas dans cette vidéo parce que ça m'a mis très longtemps à comprendre en fait les attitudes au contact qui sont inhérentes. Mais pour moi ça va être le second enjeu. C'est ce que j'expliquais dans la vidéo sur comment la France attaque. Quelle va être la capacité des équipes à passer de ce jeu structuré à ce jeu déstructuré. Les défenses n'aiment pas le jeu déstructuré. Pourquoi? Tout simplement parce que dès qu'il y a un ruck, c'est facile de t'organiser. Tu dis un leader, 2 leaders, 3 leaders, ok c'est bon, moi je prends lui, ok toi tu prends lui, nanani. Et il y a de la communication. Dès que tu vas passer dans du jeu déstructuré où ça va redémarrer en pick and go d'un côté, de l'autre, il ne peut plus y avoir cette circulation défensive. C'est-à-dire que quand tu attaques dans le même sens, tu fais basculer tes joueurs pour combler le déficit de joueurs que tu vas avoir au bout, pour essayer de faire en sorte que ton triangle à l'arrière il puisse couvrir correctement le terrain. En revanche, quand c'est dans du jeu déstructuré et que ça repart en pick and go et qu'il n'y a pas vraiment d'ordre ou que c'est ce que je vais appeler un bordel organisé, quand tu le regardes, tu as l'impression que c'est un bordel totalement désorganisé, mais pour l'attaque, c'est un bordel organisé avec des repères de jeu. Eh bien, je pense qu'en France, sincèrement, ils ont mis des principes d'action qui sont ultra logiques dès que tu les as compris et qui sont surtout ultra efficaces. Et pour le moment, je n'ai pas trouvé une seule nation qui nous égalait dans cette capacité de jouer au contact. Autant sur le jeu structuré, on a de la concurrence de partout, autant sur le jeu déstructuré, pour l'instant, on n'a pas réellement de concurrence. Toutes les équipes essayent de s'y mettre, mais les principes ne sont pas les mêmes et ne sont pas aussi efficaces qu'en France. Le troisième enjeu pour moi, ça va être la présence d'un groupe. Le rugby, c'est un sport ultra physique, tant d'un point de vue énergétique que sur les contacts. Comme dans tous les sports, les blessures sont fréquentes. Des blessures bénignes à celles nécessitant des périodes de convalescence plus longues. Dans certains sports comme le football, le risque de blessure ne revêt pas du tout la même importance qu'au rugby. Au football, les titulaires jouent et peuvent enchaîner les matchs. Même si le risque existe, il ne revêt pas la même importance dans la gestion d'un groupe qu'au rugby. Au rugby, d'une part, les exigences physiques d'un poste sont extrêmement spécifiques. Un talon ne peut que rarement jouer pilier ou deuxième ligne, éventuellement troisième ligne dans certains cas, mais la complexité de ce sport demande des caractéristiques physiques et des habiletés motrices propres à chaque poste. C'est une des raisons pour lesquelles les staffs tentent d'avoir des utility players, des joueurs pouvant passer de la troisième ligne aile au centre, du centre à l'aile, de la mêlée à l'ouverture. Chaque blessure inopportune demande une réorganisation tactique immédiate. Imaginez-vous que votre talon se blesse, il y a le remplaçant talon qui rentre, là il n'y a pas de souci, et bam il prend un carton rouge, qu'est-ce qui se passe? Comment tu fais? Tu es obligé d'avoir des joueurs qui couvrent tous les postes, par exemple de la première ligne. Si tu n'as pas un joueur qui peut jouer talon dans ton équipe, parce que tes 2 talons sont déjà sortis, tu dois sortir un joueur du terrain, donc tu vas jouer à 14 et à 13 si tu as un carton rouge et tu simules les mêlées. Et je pense sincèrement que maintenant, quasiment toutes les nations ont un 15 de départ avec des qualités similaires. Évidemment, me fais pas dire ce que j'ai pas dit, il y a certains joueurs qui sont au-dessus, tu prends Antoine Dupont, c'est pas le même neuf que toutes les autres nations du monde. Au foot, quand tu as Mbappé dans ton équipe, tu sais qu'il est capable de traverser le terrain tout seul. Dupont aussi, tu me diras, mais pas si souvent que ça. Disons qu'au rugby, c'est plus compliqué de traverser le terrain tout seul qu'au foot. Et donc tes joueurs qui sont dominants, ils vont impacter d'une certaine manière, mais ils vont pas non plus être au-dessus. Dès qu'ils vont toucher le ballon, il va pas se passer quelque chose, sauf Dupont. Si tu vas aller loin dans une compétition, tu es obligé d'avoir un groupe et non juste un 15 de départ. La capacité d'avoir un groupe de 33 joueurs de niveau équivalent sera pour moi une condition nécessaire pour aller jusqu'au bout de la compétition. Alors évidemment, il y aura des titulaires et des remplaçants, mais au bout d'un moment, quand tu fais rentrer tes remplaçants, le niveau de l'équipe ne baisse pas. Tout ça pour pouvoir tenir l'intensité sur des temps de jeu effectifs qui vont pouvoir dépasser les 45 minutes. Le quatrième point
qui a un enjeu crucial pour moi, c'est le ruck. Et ce dernier point, il est beaucoup plus subjectif. Ça sera la tolérance de l'arbitrage dans ces fameuses zones de ruck. Cette phase de combat, elle est indispensable dans le rugby moderne et tu te bats pour pouvoir avoir justement ces libérations rapides qui vont mettre la défense en retard. Eh bien, l'arbitrage dans les rucks, pour moi, il est totalement subjectif. Et ça me pose un gros souci quand je regarde le rugby. Le nombre de déblayages sur lesquels les joueurs ne restent pas sur leurs appuis et s'écroulent dans le ruck. Le nombre de percussions où forcément la tête va venir impacter. Quand tu veux venir nettoyer la zone, tu peux venir impacter. Par contre, tu as l'obligation de rester sur tes appuis et de rester avec tes épaules au-dessus de ton bassin. Après, quand même, pour ce qui est des contacts entre l'épaule et la tête, je pense qu'on a énormément évolué, et notamment avec l'arbitrage vidéo où effectivement maintenant, si tu viens impacter la tête d'un type dans un ruck, tu prends la biscotte. Là-dessus, l'arbitrage a fait un effort et donc du coup, on va vers de plus en plus de sécurité de la part des joueurs. Mais par contre, le règlement, ce qui me dérange, c'est qu'il est laissé à l'appréciation des arbitres. C'est quand même assez hallucinant. Tu as un règlement qui te dit que tu dois rester sur tes appuis dans un ruck, mais que en revanche, si tu plonges, mais que c'est pour avoir une libération rapide et que tu favorises l'attaque, eh ben dans ce cas, c'est laissé à l'appréciation de l'arbitre. Oh, le règlement, soit tu l'appliques, soit tu l'appliques pas. Alors en effet, avec le rugby actuel, si les arbitres ils faisaient respecter scrupuleusement le règlement, à mon avis, tu aurais des matchs avec quoi? Avec 25 pénalités. Les matchs, ils seraient indigestes, il y aurait trop de fautes et énormément de contests dans les rucks. Et donc je pense qu'il y a une forme de laxiste, volontaire ou non, ça je ne sais pas, de la part des arbitres. Les soutiens offensifs, ils peuvent s'engager pleinement, même s'ils perdent un appui. Attention, c'est pas du tout une reproche que je fais, parce que qui voudrait voir des matchs avec 20 pénalités, 25 touches et 15 mêlées? Non, ça serait plus du tout un sport spectaculaire comme on l'apprécie. Mais cette tolérance, elle est d'autant plus frustrante que sur certaines équipes, notamment comme l'Irlande, t'as l'impression que tu les laisses faire ce qu'ils veulent. Et avoir des libérations rapides, pour eux, l'Irlande par exemple, c'est une spécificité dans leur système de jeu, puisqu'ils sont ultra organisés, avec des soutiens ultra proches. Tiens, dis-moi dans les commentaires si ça t'intéresse une petite vidéo sur le système de jeu de l'Irlande. Mais la vraie question, c'est est-ce que tu penses que l'Irlande triche dans les rucks? Et le dernier critère pour moi, c'est la préparation physique. La préparation physique, ça devient le nerf de la guerre au rugby. Comme je l'ai lu dans un article récemment du préparateur physique de l'ASM, la préparation physique doit être au service du jeu et non l'inverse. Mais qu'est-ce qui est devenu le jeu? Un jeu qui tend vers de plus en plus de temps de jeu durant lequel le ballon est en mouvement sans arrêt. C'est fini l'époque pendant laquelle tu avais 15 mêlées et 25 touches par match. C'est un véritable spectacle auquel on assiste. Un temps de jeu effectif à 46 minutes pendant le tournoi entre la France et l'Irlande. 46 minutes de temps de jeu effectif, c'est énorme. La préparation physique sert, au-delà des qualités athlétiques des joueurs, la force, la vitesse, l'explosivité et autres, à permettre de répéter des efforts très intenses sans perdre en capacité analytique et technique. C'est normal, durant un effort, ton corps a besoin d'oxygène. Il va préférer le donner aux organes prioritaires. Ça va être majoritairement les muscles pendant l'effort. Et donc ton cerveau en reçoit moins. S'il reçoit moins d'oxygène, ses capacités vont être diminuées. Et en situation de stress, tout cela va être amplifié. Prenons un exemple qui n'a rien à voir. Enfin, rien à voir oui et non. Ça a un petit peu à voir sur les capacités du cerveau. Si je te demande tranquillement quand tu regardes ton téléphone ou ton ordinateur combien sont 5 x 6, tu vas me le dire sans souci. Prenons un exemple sur les forces spéciales et notamment les Navy Seals, où je pense que c'est n'importe quelle force spéciale dans le monde. Il y a un test qui est assez hardcore. Il y a une épreuve de sélection durant laquelle tu vas te noyer. Ouais, t'as bien entendu, tu vas te noyer. On t'attache les pieds et les mains, on te laisse couler dans l'eau et là au bout d'un moment tu vas te débattre et quand tu vas plus pouvoir tu vas avaler de l'eau, tu vas te noyer. On te remonte et on te réanime. Et là dès qu'on va te réanimer, on va te poser la question 6 x 5, 6 x 5 ça fait combien? Reviens avec nous, 6 x 5. Et ce qu'on cherche à avoir, c'est des gens qui vont garder ce calme et cette capacité analytique dans des situations extrêmes. Et je compare c'est un petit peu violent de faire cette comparaison entre le rugby et un test où on te noie. Mais en revanche, le rugby, c'est quand même, tu prends des stars dans la tronche, les mecs, on le sait tous. Les contacts sont extrêmement violents. Et donc, est-ce que tu es capable, au milieu de ce chaos et de ce déchaînement de violence, de garder ta lucidité au cours du temps pour pouvoir faire les bons choix? Le rugby, c'est un traitement permanent des informations. Tu dois les traiter pour apporter une réponse collective coordonnée. Donc tes partenaires doivent comprendre exactement la même chose que toi sur le terrain. Et donc l'augmentation du temps de jeu effectif fait que dans cette situation de chaos, de stress et de fatigue, tu dois garder cette capacité à faire les bons choix, cette capacité à être propre techniquement et que tes partenaires comprennent la même chose que toi. Donc la préparation physique pour moi a un rôle essentiel et majeur dans la Coupe du Monde qui arrive, puisque c'est la première fois où on va avoir des systèmes de jeu aussi complexes et notamment d'un point de vue analytique et des temps de jeu effectifs qui vont dépasser les 40 minutes. Voilà, c'est pour moi les enjeux pour cette Coupe du Monde 2023. Si j'ai sûrement oublié des choses et si je l'ai oublié, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si t'as bien aimé, si t'as pas aimé ou si ce que j'ai oublié. Un gros merci à tous ceux qui me soutiennent parce que j'essaye de mettre tout ce que je peux dans la chaîne là jusqu'à la Coupe du Monde. J'espère que ça va marcher. On se revoit bientôt pour la prochaine. Allez, topette l'ami.